Bonjour Jean Messia. Bonjour. Vous êtes membre du Bureau national du Rassemblement national. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous êtes de ceux qui ouvraient grand les bras à tous ces gens des Républicains qui se sentent un peu orphelins? Ben oui, parce qu'en fait, il faut faire un petit peu d'histoire pour comprendre ce qui se passe. Il faut se rappeler que les Républicains, c'est l'UMP. Et l'UMP, c'est quoi? C'est l'alliance entre l'UDF et le RPR. Alors effectivement, pendant un certain nombre d'années, il y a eu une espèce de cloche extérieure qui a voulu donner une homogénéité, une cohérence, une ligne stratégique unique à cet alliage un peu contre nature. Sarkozy a été le maître d'œuvre, enfin en tout cas un orfèvre en la matière, puisqu'il a réussi à réconcilier en quelque sorte l'irréconciliable. Et aujourd'hui, si vous voulez, avec le phénomène Emmanuel Macron et le macronisme, finalement, le macronisme transperce les Républicains dans cette vieille cicatrice qu'on pensait coaguler entre l'UDF et le RPR. Et donc le RPR, effectivement, c'est la droite gaullienne, celle qui s'inspire du général de Gaulle, canal historique, si je puis dire, alors que l'UDF, c'est une ligne plutôt européiste, libérale, etc. Et donc, cette frange des LR qui est libérale est partie chez Emmanuel Macron, en tout cas est en train de le faire. Vous avez ce qu'on appelait la droite populaire, incarnée par Mariani, etc., qui représente, mais qui ne le résume pas, tout ce courant gaulliste historique. Et donc ce courant-là est effectivement en train de passer chez nous. Alors, il y a une espèce de découplage dans les vitesses. Il y en a qui vous avez des... Là, ce matin, on en a 72, par exemple, qui partent chez Emmanuel Macron. Vous avez, ça y est, des chiffres? Parce qu'on a dit la répartition des votes, à peu près, pour les européennes, c'était 15% des électeurs LR qui sont partis chez Marine Le Pen, et puis 15% chez Emmanuel Macron. Là, on en a une grosse partie donc, qui annonce dans la presse qui partent du côté d'Emmanuel Macron. Vous en avez des noms, des gens? Une grosse partie, pardonnez-moi, c'est pas 40 ou 50 personnes qui appellent à voter Emmanuel Macron, ça représente 0,01% des maires. Non, mais ma question c'est, est-ce que vous en avez... L'effet loupe. Oui, ça fait 0,01%. Ma question c'est, est-ce que vous en avez recruté? Quand vous en avez un, à savoir Mariani, vous en faites... Non, on a Mariani Garot, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est les électeurs, qu'il y ait des personnalités, si vous voulez. C'est pas parce que des personnalités appellent à rejoindre Emmanuel Macron que l'électorat va suivre. Non, mais vous avez un coup à jouer, si j'ose dire. Vous avez un coup à jouer en voyant comment va tout à fait, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, on a une espèce de découplage des vitesses de la recomposition. C'est-à-dire que le pôle euro-mondialiste, incarné par Emmanuel Macron, se recompose beaucoup plus vite. Alors évidemment, il est au pouvoir, il tient les institutions, etc. Donc c'est beaucoup plus facile de créer une dynamique dans son sens. Et puis, il y a de l'autre côté le pôle des nationaux qui, lui aussi, se recompose, certes à une vitesse un peu moindre que la vitesse à laquelle l'euromondialisme se constitue en France, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Nous sommes en train de parler de l'ampleur, mais pas de l'existence du phénomène. Et pour les municipales, puisque c'est aussi de ça dont il s'agit, il y a un scrutin dans moins d'un an maintenant. Est-ce que vous avez j'imagine, au RN, des contacts? Monsieur Mariani d'ailleurs qui dit « Oh là là, mais mon téléphone chauffe. » Bah évidemment, ça n'arrête pas de sonner. Quand vous regardez la carte de là où la liste Rassemblement national est arrivée en tête, dans cette diagonale du vide, dans la France périphérique, etc., vous avez quand même une cartographie de l'électorat majoritaire RN qui est quand même assez impressionnante. Donc, effectivement, vous allez très certainement dans les contrées qui sont concernées par une majorité de votes RN, vous allez avoir, dans le cadre de municipales, des gens qui voudront soit faire des alliances, soit nous rejoindre carrément pour pouvoir, effectivement, continuer à briguer leur mairie. Donc, après, si vous voulez, c'est juste une affaire aussi d'arithmétique électorale, parce qu'on parle de gens qui rallient, etc. La politique, c'est des chiffres aussi. C'est le Rassemblement national et les LR, combien de divisions? Non, mais où, par exemple, prenons dans le sud, deux grandes villes de France, Marseille et Nice, votre liste est arrivée en tête dans ces deux villes, mais n'a pas de réserve. On ne sait pas encore. Vous savez, la politique, c'est une affaire de dynamique. Ce n'est pas une photographie instantanée qui permet de décider. Le scrutin tel qu'il est fin 2019, en tout cas mi-2019, ça ne sera pas le scrutin en 2020, parce que d'ici là, il va y avoir des dynamiques. On le voit d'ailleurs dans les dynamiques électorales. Il y a un an, avant les élections européennes, le Rassemblement national était donné à 13 ou 14%. Vous voyez le score qu'on a fait un an après. Mais vous voyez qu'Emmanuel Macron, il travaille son maillage, là, puisqu'on a beaucoup dit qu'il n'avait pas de maillage local, etc. Là, on ne peut pas dire autrement qu'il travaille son maillage. Le vôtre, c'est la question d'Olivier Mazerolle. Le vôtre, il travaille son maillage. Concrètement, qu'est-ce qui vous permet de dire ça, à part quelques dizaines de personnalités qui décident de le rejoindre? C'est déjà pas mal. Oui, mais nous, le maillage, c'est surtout l'électorat qu'il faut travailler. C'est pas convaincre... les candidats aussi. Il faut savoir... Tout à fait, mais je veux dire, encore une fois, le RN
Combien de divisions nous sommes majoritaires dans beaucoup de régions en France. Dans ces régions-là, nous avons de vrais bassins électoraux. Et effectivement, c'est à partir de là que ça se travaille. Nous travaillons à la base, si vous voulez, là où Macron travaille plutôt par le sommet. Nous travaillons la base électorale. C'est ça qui compte pour nous. Alors évidemment, les deux ne s'excluent pas. Hein, mais je veux dire, notre priorité est quand même de convaincre les électeurs. Et je crois qu'il y a beaucoup d'électeurs qui ne se reconnaissent pas aujourd'hui dans la stratégie politique d'Emmanuel Macron. On en a encore vu le résultat à l'élection européenne. Vous avez, par exemple, quelqu'un qui ne rejoint pas du tout Emmanuel Macron, mais qui quitte les Républicains, c'est Valérie Pécresse, mais à aucun moment elle a imaginé s'allier avec vous. Ouais, si vous voulez, Valérie Pécresse qui quitte les Républicains parce que les Républicains ont fait 8,5%, j'aurais été curieux de voir son comportement si les Républicains avaient fait les 14 qui leur étaient promis. Vous voyez, après, Emmanuel Macron, il a quand même un grand mérite, c'est aussi d'avoir révélé l'insignifiance en politique. Ah, mais là, on parle d'appareil, c'est très bien, de ralliement, d'élus, c'est très bien, mais la question, elle n'est pas là. La question, elle est qu'est-ce qu'on propose aux Français ? Et c'est les Français qui font les élections, qui ont des représentants dans les municipalités, à l'Assemblée, et c'est ces Français qui décident. Donc, il faut partir de la base, c'est qu'est-ce qu'on propose aux Français ? Aujourd'hui, il y a deux grandes possibilités de répondre aux grands enjeux qui nous concernent. Sur le réchauffement climatique, clairement, aujourd'hui, ce sont les Verts et puis la droite, les partis qui composent la majorité et qui soutiennent la majorité qui sont dans cette logique-là. Et puis ensuite, il y a la question de la mondialisation. Quelle est la place de la France dans la mondialisation ? Et là, on voit bien qu'on a une offre du Rassemblement national. D'abord, dans le programme de Marine Le Pen, c'est 120 milliards de dépenses, dont 100 milliards ne sont pas budgétés. Donc on voit bien que le programme économique n'est absolument pas réalisable. Donc il y a beaucoup d'hypothèques et la France sera en grave danger d'un point de vue économique. Mais sur la mondialisation, la question est de savoir comment la France affronte la mondialisation. Comment la France fait face au terrorisme, face à la sécurité, au risque de sécurité, fait face au développement de l'agriculture, au commerce de la France. Et ça, il n'y a que l'Europe qui est capable qui a la bonne échelle. Donc après, les Français décideront. Soit ils pensent qu'il faut revenir avec des frontières, remettre des douanes, remettre éventuellement des passages avec des cartes d'identité, des droits de douane, réaccélérer, donc ralentir le commerce international, puisqu'on met des droits de douane, et donc appauvrir le pays, soit... Mais cher monsieur, permettez-moi de répondre à ce que vous dites. Mais ça, c'est les Français. Je veux dire, c'est les Français qui décident. Après, on peut parler de lutte d'appareil. Tout à fait. Voilà, Mariani, c'est bien, mais Mariani, après. il cherchait un point de chute, il a tout ce que vous, c'est très bien. C'est pareil de faire vers Macron aussi. Hein. Je veux dire, non, Macron, il y a un engagement. D'accord. Donc en fait, ceux qui vont chez Macron sont convaincus, et ceux qui viennent chez vous, c'est juste par opportunisme. Quand vous avez des emplois votre position politique, elle est vous avez des résultats. Au bout de 2 ans, vous avez des emplois industriels qui sont recréés en France. Vous avez la France qui est le 2e pays le plus attractif d'Europe. Non, mais arrêtez avec ça. Vous savez très bien que ça ne reflète aucune réalité. Vous avez un chômage, monsieur. Les 300 000 personnes. Attendez, on va pas refaire. Pardon. Les 300 000 personnes, les 300 000 Français ont retrouvé un emploi depuis 2 ans. Demandez-leur. Il y a toujours 6,5 millions de chômeurs, vous n'en parlez pas de ça. Alors, ne refaisons pas les... Je veux juste répondre, parce que vous parlez du fond. Vous parlez du fond. Tout ce que vous avez décrit sur la minute où vous avez parlé, c'est en réalité les résultats calamiteux de la politique qui est poursuivie depuis 40 ans. Vous me dites que les 120 milliards de Marine Le Pen ne sont pas budgétés. Je ne vous ai pas entendu parler de la budgétisation des 20 milliards qu'Emmanuel Macron a lâchés. Il les finance comment ? Je ne vous ai pas entendu critiquer que c'était financé à 90% par la dette. Je ne vous ai pas entendu dire que l'Europe, que vous appelez de vos voeux pendant les 40 dernières années, elle est responsable d'un ratio de dette sur PIB de 100% et d'un déficit qui dépasse les 3%, sans parler de la désindustrialisation, sans parler de l'agriculture qui se meurt. Monsieur Messia. Je termine. Oui. Non, mais c'est compliqué, là. Vous ne pouvez pas, si vous voulez, nous mettre sur le dos les résultats du modèle économique que vous défendez depuis 40 ans. S'il vous plaît, vous avez chacun exprimé votre point de vue. Moi, j'ai une question, parce que la prochaine élection, c'est municipale. Monsieur Vogel, dans la tribune que vous avez co-signée avec d'autres, vous écrivez « Le temps ne peut plus être à l'opposition systématique qui, in fine, alimente les extrêmes ». Est-ce que vous redoutez des succès du Rassemblement national aux prochaines municipales ? Bien sûr que je les redoute, bien sûr. Mais vous pensez que c'est possible ? Que le Rassemblement national peut gagner des municipalités. Bien sûr que le Rassemblement national, il en a déjà, bien sûr. Et je pense, et ça, c'est une des raisons pour lesquelles il faut qu'au centre, on s'organise pour justement ces succès soient les moins importants possibles. Là, le discours qu'on vient d'entendre, vous voyez, c'est idéologique, l'euro-mondialisme, tout ça. Bon, moi, je sais que notre pays est en difficulté. Je crois qu'il faut qu'il...
Vous permettez que je termine? Moi, je ne vous ai pas interrompu. Voilà, Alors, j'aimerais bien que je puisse terminer. Donc, on sait très bien qu'il faut que la France se réforme, on sait très bien qu'il faut que l'Europe se réforme, mais nous, ce que nous pensons, c'est que l'Europe est notre avenir. Contrairement à ce discours de recroquevillation là, sur soi-même et de fermeture, c'est pas comme ça qu'on va affronter les choses. Vous voyez, est-ce que ça a du sens, par exemple, anti-Schengen, est-ce que ça a du sens de se dire, l'Europe, elle a fauté, elle n'a pas réussi à avoir une véritable politique migratoire, donc est-ce que c'est une bonne réponse de dire, on va rétablir des contrôles entre les nations, alors que le grand marché, ça a été le moyen pour nous d'avoir un marché de 550 millions d'habitants qui a fait que nos industries ont pu se mettre au niveau international et affronter la compétition internationale. Est-ce que, donc on a des solutions complètement différentes par rapport, il n'est pas d'accord, mais on a des solutions complètement différentes. Laissez-moi finir. Ne couvrez pas, c'est pas parce que vous crierez plus fort que vous aurez raison. Hein. Donc il y a deux positions, et là on est sur la même ligne. Il y a soit on s'ouvre, on affronte le défi qui nous est posé à l'international, soit on se referme, et je comprends qu'il y ait des électeurs qui votent pour vous, parce que certains de nos concitoyens ont peur d'affronter tout ça, et il faut qu'on les encourage et qu'on les reçoive. Attendez, là, vous êtes en train de nous dire, tous les trois, tous les trois. Ce qui me surprend, c'est qu'aux élections municipales, les électeurs vont choisir en fonction des enjeux nationaux et non pas en fonction des enjeux municipaux. C'est très bien que ce n'est pas le cas aux élections municipales. Mais non, mais parce que là, vous ne parlez il est parti sur des enjeux vous ne parlez que de ça. Pardon, Julien, je parle sous votre contrôle. Aux élections municipales, la majorité des maires n'ont pas d'étiquette, on est d'accord? Pas d'étiquette, mais c'est très différent entre les villes, la population qu'il y a dans les villes. C'est souvent le cas dans les villes de très petites, où la population est petite, où là on se mise sur le maire, les enjeux locaux. En revanche, c'est vrai que lorsqu'on est dans des villes souvent de plus de 30 000 habitants et voire au-delà, on a une direction qui est politisée, où il y a des enjeux nationaux qui sont bel et bien présents. Donc oui, forcément, ça aura des répercussions. Et donc on va se retrouver avec un scrutin l'année prochaine où on aura effectivement, on verra ce qui va se passer avec les Républicains, mais qui ont quand même peu de temps pour se réorganiser et décider qui sera le chef, qui sera finalement quasi bipartisane en fait. Non mais on va regarder ça, évidemment. L'une des erreurs de Nicolas Sarkozy, par exemple, lorsqu'il était président de la République, c'est d'avoir négligé les scrutins locaux. Et finalement, en 2012, alors il y a eu d'autres raisons qui sont venues aussi se greffer là-dessus, mais enfin, il s'est trouvé un peu démuni parce que finalement, il avait laissé la gauche prendre beaucoup de départements, de municipalités, et donc conquérir le Sénat, ce qui était... Bon, voilà. Donc, les élections municipales, en tant que telles, elles ont une importance. Évidemment, c'est un maillage qui se constitue. Alors, je ne sais pas comment le Rassemblement national, qui a effectivement un certain nombre de villes, mais pas encore en très grand nombre, il faut bien le reconnaître, comment vous pouvez espérer avoir davantage de villes? Les villes que nous gérons sont des villes très bien gérées. Et les maires, nos maires qui gèrent ces villes, sont plébiscités par leurs administrés. Donc on nous promettait la peste et le choléra aux dernières municipales si des villes basculaient RN. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, on a 5 ou 6 villes qui sont administrées admirablement par nos maires, qui sont plébiscitées, que les choses se passent très bien, et rien de tout ce qui a été dit. Mais il faudrait aller dans le détail, parce que ce n'est pas le cas. Oui, ce n'est pas le cas. Enfin bon, vous savez, quand je vois des villes comme Grenoble ou ailleurs qui sont surendettées, comme Levallois, etc., franchement... Vous ne pouvez pas dire qu'ils sont... Non, vous ne pouvez pas dire ça. Je ne veux pas aller plus loin, mais allez-y, ce n'est pas la question de... Quand je me regarde, je m'humilie, et quand je me compare, je me glorifie. Franchement, non, ça c'est la première chose. La deuxième chose, parce que bon, quand je vous entends, j'ai l'impression qu'on a affaire soit le camp du bien, soit le camp du mal, soit les extrémistes, soit les progressistes qui sont des gens bien, etc. Les choses ne se passent plus comme ça, et ces incantations de sourates qu'on entend depuis 40 ans, j'ai vu personne n'y croire. Qui peut croire que la France est un pays fermé? Quand la France a-t-elle été un pays fermé? Quand la France s'est-elle recroquevillée de manière autarcique autour de frontières? Ça n'a jamais été le cas, ni hier, ni avant-hier, ni avant-avant-hier. Donc quand nous préconisons le retour de la France, c'est pas de rétablir des frontières et de vivre de manière autarcique, c'est juste de faire en sorte que la France, l'Europe n'est jamais aussi grande. Si. L'Europe n'est jamais aussi grande que lorsque la France elle-même est grande. Monsieur, j'habite à Mulhouse. La France n'est pas un morceau d'un marché mondial qu'il faut adapter à la mondialisation. Allez-y, vous répondez et ensuite on va passer à la chronique de Julien. On va faire sourire un peu. Au bord du Rhin. Et je fais une vingtaine de fois par an des commémorations d'anciens combattants, de libération des villes, de malgré nous, etc. Et bien l'Europe des frontières, c'est quoi? C'est l'Europe
de la concurrence, c'est l'Europe de la haine, c'est l'Europe de la guerre. Bien sûr. Donc ne pouvez pas dire ça. Non, mais mettez-nous une louche d'années 30 et une louche Bon, d'années de toute façon, on va pas faire un débat sur l'Europe, c'est pas le sujet. C'est très important. C'est ridicule. Vous ne pouvez pas faire offense à ces gens-là. On fait pas de la politique en regardant le rétroviseur. Allez, c'est ce que on a beaucoup parlé de la droite, des droites ce matin globalement. On va parler un petit peu de la gauche avec vous, Julien, parce que la gauche aussi, elle s'organise au sein même de la Macronie. Ouais, c'est un petit peu le et en même temps, jambe gauche, jambe droite. L'aile gauche au sein du gouvernement, oui, dit aujourd'hui, coucou, nous sommes là, pesés, influencés sur les décisions de l'exécutif, et 3 hommes sont à la manœuvre. Ils s'appellent Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, et le secrétaire d'État Olivier Dussopt, tous 3 issus des rangs socialistes. Ils veulent créer un pôle gauche, voire un club, un parti. L'un de ces participants me disait tout à l'heure, la forme n'est pas calée, mais pas de fractionnisme, on ne renforce pas la majorité en taillant des croupières. Citation de l'un d'entre eux. Un dîner a eu lieu et un prochain dîner dans les prochains jours aura également lieu entre eux. Emmanuel Vargon, tout à l'heure, nous disait qu'elle pouvait aussi faire partie de ce Exactement. club et qu'il n'y avait pas de risque de fracture. Mais c'est de la synthèse, parce qu'on crée quelque chose sans fractionner, tout en existant, mais pas contre les autres. Bon, tout ça est un peu compliqué. C'est sur le fil. C'est assez simple. Vous avez d'un côté la nécessité de créer une économie plus efficace pour produire de la richesse, et de l'autre, la nécessité de trouver un système redistributif qui est beaucoup plus juste. Et voilà l'équation dans laquelle nous sommes tous réunis. Comment mieux produire de la richesse et comment mieux la redistribuer. Et voilà les deux pôles, les deux pieds ou les deux réflexions qui sont les nôtres dans la majorité. Et c'est la raison pour laquelle... Monsieur Le Drian, Guillaume et Dussopt. C'était il y a 20 ans, parlait du mur de chez Berlin. LFI. Ouais, et ça rime en plus. Clémentine Autain, Charlotte Girard, 2 femmes en colère au sein de la France Insoumise. L'une a décidé de quitter le parti, l'autre non, mais lui apporte tout son soutien. Regardez ce tweet sur les réseaux sociaux de Clémentine Autain. Total respect pour le choix de Charlotte Girard qui quitte la France Insoumise. Je partage bien des aspects de sa lettre, mais son départ est une bien mauvaise nouvelle. Sa lettre, qu'est-ce qu'elle disait, Charlotte Girard? Eh bien, à dénoncer la désorganisation, l'impossibilité d'exprimer des désaccords, l'écart que le mouvement n'a pas comblé avec les gens, n'a pas comblé. Bref, n'en jetez plus. En attendant, silence radio de la part de Jean-Luc Mélenchon. Alors ça, c'est extraordinaire, parce que celle qui reste, Clémentine Autain, est marginalisée à l'intérieur de la France Insoumise, et celle qui s'en va est une historique de la France Insoumise. C'est elle qui avait fait le programme. De la France Insoumise. Franchement, ça couvait depuis quelques temps. Ça couvait depuis quelques temps, même les désaccords entre Clémentine Autain et Jean-Luc Mélenchon, ça fait un bail. Elle avait dénoncé notamment la haine médiatique de Jean-Luc Mélenchon. Et silence radio de Jean-Luc Mélenchon qui avait dit je parlerai après le 6 juin, ce qui ne veut pas dire je parlerai le 7. Il n'avait pas dit quand. Le 9. C'est ça, non, il n'avait pas dit quand. Après le 6 juin, ça peut être le 15 décembre. Ni quelle année. Juillet Ni quelle année. 2025. C'est ça. On va passer au tweet de la semaine. Oui, vous avez certainement suivi cette semaine Gérald Darmanin qui a lancé sa fameuse plateforme Oups, le droit à l'erreur. Et bien certainement que Marine Le Pen et Jordan Bardella ont dû dire hier soir Oups, car dans l'après-midi, si vous vous promeniez sur les réseaux sociaux, vous avez pu regarder Marine Le Pen et Jordan Bardella au Puy du Fou sur un char. Hop, ce matin, les tweets ont disparu, mais on a réussi à les retrouver. Voilà Marine Le Pen au Puy du Fou dans le char du vainqueur. Merci encore à tous ceux qui nous ont permis de passer la ligne d'arrivée en tête. Et Jordan Bardella avait posté également le sien, c'était même une course de char où il disait « Je tente une nouvelle fois d'arriver en tête, point d'interrogation ». Mais donc ça a bel et bien disparu des 2 comptes Twitter. Est-ce qu'il ne fallait pas afficher trop de triomphalisme de la part des dirigeants du Rassemblement national? En tout cas, ce matin, j'ai contacté 3 personnes du RN. Personne ne sait, personne ne veut répondre. Et vous, Jean Messia? Ben non. Non, j'étais même pas au courant. Je suis pas câblé sur les réseaux sociaux 24/24. Non, mais quand Marine Le Pen se met en scène comme ça sur un char au Puy du Fou en disant voilà, on est arrivé en tête, je vais essayer encore d'arriver en tête, etc. C'est malvenu, c'est de l'humour mal placé, c'est finalement plutôt drôle. C'est moins malvenu que ce qu'a fait Sibeth Ndiaye au moment du premier match de la Coupe du Monde de football. Elle est avec Julien de Normandie et elle encourage les Bleus. Je préfère quand même l'humour de Marine Le Pen à celui de Sibeth Ndiaye. Non, la question, elle est plutôt celle de l'analyse du résultat. Parce qu'un Front National ou un Rassemblement National qui fait 1,5 point de moins qu'en 2014, alors même qu'il y avait des Républicains très forts en 2014, pour moi, c'est pas une victoire. Oui, après, ils sont dans leur... Emmanuel Macron qui avait parié sur sa victoire, vous êtes défait. Donc reconnaissez-le plutôt que d'essayer de justifier. Mais si, vous avez perdu. Voilà. Mais pardon, après, si on se place du point de vue du Rassemblement national, on a le même nombre de députés. On a vous êtes arrivé derrière. Ça, c'est la réalité. Pourquoi vous êtes fâché? Vous parlez très fort. Oui, vous parlez fort. Vous parlez très fort. Pas, là. Quand il a tort, il s'énerve. Allez, vous restez avec
avec nous. de vider le vote de sa substance. Alors, on va s'arrêter là. Ils sont arrivés devant La République En Marche. Ils sont arrivés devant La République En Marche et vous êtes arrivés en deuxième position, même si c'était pas très loin derrière. C'est tout à fait comptable et rien de plus. Merci en tout cas. Merci en tout cas.